Au fil de la Loire, les mariniers remontaient le fleuve jusqu'à Orléans. Leurs gabarres transportaient le sel et les pierres des châteaux. Chambord, Chenonceau, Blois, Cheverny, Les Réaux, Saumur, Azel-Rideau. Surtout d'incroyables vins remontaient cette vallée des rois. Plongeant leurs ceps dans les graviers, les limons, les calcaires ou les schistes des coteaux, les vignes de Sancerre à Nantes offrent une kyrielle de cépages qui chantent la douceur de la vallée de la Loire. Le chenin, le sauvignon, le melon, le gros plan, le gamay, le cabernet franc, le grelot gris, le chardonnay, qui jadis mûrissaient en barrique ou parfois, par malchance, tournaient au vinaigre au fond des cales, pendant le trop long voyage. La Loire est une reine, et les rois l'ont aimée. Particulièrement le bon roi René, dernier des ducs d'Anjou, héritier de la dynastie des Plantagenets, qui régna du nord de l'Angleterre jusqu'à Naples. Dans le château fort austère d'Angers, les hauts remparts ne servaient pas seulement à se protéger des agresseurs. Là-haut, en secret, le roi cultivait un art de vivre. Les vignes, plantées dans la terre, remontées à dos d'homme, jouxtaient le ciel, au plus près du soleil. Donc là, vous êtes sur le château d'Angers, sur un des remparts du château d'Angers. Donc c'est en souvenir de cet temps-là qu'on a tenu à ce que sur le château d'Angers, on retrouve le symbole un peu de notre région, la culture de notre région, c'est-à-dire la vigne. Voilà, 1, 2, 3, départ et une baguette. Un œil, hein, ça fait quand même, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça suffit. Hein. Ça suffit. Ah oui. Ce sont bien les rois de France qui ont quand même amené la vigne en Loire et qu'autrefois le vignoble, c'était un vignoble qui était intramuros, avant d'être un vignoble de coteaux. C'est-à-dire que le vin servait à approvisionner et à abreuver un peu la ville d'Angers. C'est l'administrateur Edgar qui avait recréé des vignes ici. Des vignes ici. Ah, mais avec toute une collection de cépages. Ah, donc à l'époque, il y avait tous les cépages d'Anjou. Il y avait tous les cépages d'Anjou, c'était une petite vitrine, un mélange de tous les cépages qu'on pouvait trouver dans la région. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir une belle vitrine de tous les cépages, mais la vigne en Anjou n'est pas un fruit de bouche. La vigne est un fruit qui a pour destination future le vin. Donc si on a 10 ou 12 cépages différents qui représentent l'Anjou, c'est vraiment impossible d'en sortir un vin quelconque. C'est pour ça qu'en 95, 94, 95, la replantation s'est faite en monocépage, le chenin. La particularité de ce rempart, c'est d'avoir cette vigne qu'on essaye de travailler un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on peut voir les piquets qui sont faits en ardoise, les liens sont du chanvre, et bientôt on va trouver des brins d'osier qui sont un peu rares maintenant dans notre région pour attacher la vigne. Et même le soleil, c'est pas beau ça? Oui, le soleil ce matin. Donc la confrérie que je représente, vous l'avez ici, c'est la confrérie des chevaliers du sac à vin.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un sac à vin? Ça fait rire souvent les gens. Mais le sac à vin, c'est le petit tonneau qui est autour de mon cou, qui était la portion journalière, la ration journalière du vigneron partant pour une journée de travail. Donc tous les matins, il remplissait son petit tonnelet de 4 litres de vin. Il faut voir qu'à l'époque, le vin, il faisait 9 degrés. Hein. Ce n'est pas un vin de 12 et 13 comme maintenant. Et comme il rentrait rarement le midi parce qu'il partait à cheval ou à pied dans les vignes, il restait dans la vigne le midi et c'était la ration de la journée. Les vendanges ont été faites en octobre l'année dernière. On a essayé de récolter au plus tard possible pour avoir des raisins très très mûrs. Et ce sont les étudiants de l'Université d'Angers qui sont en option hôtellerie, les futurs cadres de l'hôtellerie-restauration, qui sont venus récolter avec la confrérie des sacs à vin. Donc la plus vieille confrérie de France. On est sur des toutes petites quantités. Cette année 1999, nous avons fait 12 bouteilles simplement. Et par contre, sur le millésime 2000, on a plus de 35 bouteilles qui vont être ramassées. Il y a suffisamment d'étudiants puisqu'on est 60 étudiants et à peu près une bonne dizaine de sacs à vin pour vendanger. Donc on n'a pas tout à fait notre pied, mais on a 3 pieds pour une personne. Ce voyage, moi, ça me transporte. C'est vrai qu'en tant qu'œnologue de terrain et travaillant pour les viticulteurs de la vallée de la Loire, c'est un petit peu étonnant qu'on vienne me chercher pour la création d'une pièce de théâtre, mais j'ai eu qu'une toute petite participation dans cette création. On est venu me chercher parce qu'on voulait, à la fin de la pièce de théâtre, essayer de faire participer le public en leur proposant une dégustation. Faire barboter le vin à l'intérieur de la bouche pour que l'air se charge de toutes les molécules odorantes qui vont remonter jusqu'au niveau du nez à l'intérieur. Et on a demandé aux gens simplement d'écouter les commentaires d'un œnologue et surtout d'écouter comment on déguste un vin. Mesdames et messieurs, pour le bon déroulement de l'exercice de dégustation, nous tenons à vous rappeler que les premières appréciations sont visuelles et olfactives. Il convient donc pour l'instant de s'abstenir de boire. Et ce qui était très amusant, parce que pour avoir été à la première effectivement représentation, où j'ai vu les comédiens retranscrire mes propos, c'est que j'étais dans la salle et personne ne le savait, et les gens qui avaient un verre à côté de moi étaient en train de dire mais c'est amusant, mais où il va chercher tout ça, où les arômes en définitive il les retrouve. Des fois, vous savez, les sommeliers ou les œnologues, vis-à-vis du grand public, quand on commence à parler des arômes de coing, d'abricot, de pêche, ils nous trouvent un petit peu farfelus. C'est rond, c'est capiteux, c'est super. En millésime De la dernière de la décennie. fin du siècle. On a eu la trilogie 95, 96, 97. Avant la trilogie 88, 89, 90. Ouais. Et avant on remontait à 47. Très étonnant comme nez. On a le nez à la fois de la pourriture noble, tu sais, où on part sur l'abricot confit, on part un peu sur les dattes, sur les figues. On a l'impression de soleil presque méditerranéen. Le vin donc accroche sur le verre, et en accrochant progressivement, les larmes se forment. On commence à les voir ici tout à l'heure, et elles vont descendre tranquillement, et elles vont nous retranscrire effectivement la concentration en alcool et en glycérol. Les voilà qui apparaissent. On sent quand même qu'on est sur une surmaturité poussée, et plus pourriture noble que passerillage. Alors qu'à 97, il y avait des fois un peu de passerillage, et là on n'a pas le côté fruit exotique qui ressort pas du tout, quoi. Ouais. Sur les terroirs où on est, il y avait très très peu de passerillage. Énormément de pourriture noble. Nous terminons les vendanges par des parcelles qui sont situées dans les coteaux de l'Aubance et dans les coteaux du Layon. Donc là, on fait un dernier passage. On ramasse la très belle pourriture noble, hein, qui est à un stade très intéressant parce que très sec. Vous voyez là le stade ultime de la pourriture noble, les grains rôtis, desséchés, où là la concentration est optimale pour faire un vin moelleux. Et toutes les grappes qui ne sont pas suffisamment évoluées, les grains verts ou dorés, dans un deuxième seau, afin de faire un autre vin
un Anjou blanc sec. Donc en fait, on ramasse à chaque fois toutes les grappes surmûries. Et on laisse le reste et on attend pour la prochaine fois. Ici, nous sommes dans l'appellation Bonzo. C'est une appellation où le cépage est 100% chenin. Donc le chenin, on le récolte en faisant plusieurs tris successifs, à 8, 10 ou 15 jours d'intervalle, cela dépend. Donc là, dans ce carré-là, nous avons commencé début octobre, à vendanger. Et là, nous sommes le 24 novembre et nous n'avons toujours pas terminé. Donc ça demande beaucoup de patience parce que toutes les grappes n'arrivent pas à surmaturité en même temps. Le Bonzo est un chenin qui est sur sol argilo-schisteux. C'est de l'ardoise en fait en décomposition. Et ça donne ce côté très élégant, très nerveux, très vif. Cet équilibre acidité-sucre qui donne à la fois cette approche extrêmement somptueuse, extrêmement riche en bouche, et cette finale extrêmement élégante qui part vers le haut, fait que je crois que c'est un peu la caractéristique des Bonzo. Et c'est pour ça que c'est une appellation tout à fait particulière. J'ai l'habitude, moi, de dire aux vignerons, écoutez, vous êtes propriétaire de votre cave, vous êtes propriétaire de votre vin, vous êtes propriétaire de vos vignes et de votre terre. Mais vous n'êtes que les gardiens, et vous êtes, par contre, surtout les gardiens d'un élément du patrimoine national. Parce que l'appellation ne vous appartient pas, elle appartient à la nation française. C'est comme le château de Versailles, c'est comme le château de Chambord, c'est tout ce qu'on veut. C'est une des richesses nationales. Et on rentre là dans la gestion de la notion de patrimoine, c'est-à-dire je reçois de mon père pour rendre à mon fils. Donc je suis le gardien d'un bien qui ne m'appartient pas, que je vais entretenir au mieux de mes capacités pour le redonner dans le meilleur état possible à mon fils, qui lui-même le rendra à son fils. Mais surtout, laissons le terroir s'exprimer. Je peux faire du chenin dans le monde entier, je ne peux trouver du Bonzo qu'à Toircé dans le Maine-et-Loire, commune de 1500 habitants. C'est le seul endroit au monde où je peux faire de l'appellation d'origine contrôlée Bonzo. Et je suis toujours aussi étonné de voir dans cette petite commune qui n'a pas d'intérêt particulier, parce qu'il y a des milliers de communes aussi charmantes que ça en France, mais que les gens vont venir spécifiquement à Toircé. Pourquoi? Pas pour visiter Toircé, mais parce qu'ils savent qu'il n'y a que là qu'ils trouveront l'appellation Bonzo qu'ils recherchent. Et c'est ça qui est la force aussi, cette dimension culturelle et cette part de rêve qu'on retrouve dans l'appellation et dans la bouteille d'appellation. Les vins de la Loire, ils ont une particularité, c'est qu'à l'inverse des autres régions viticoles, ils s'étendent sur une très longue distance qui fait à peu près 1000 km, puisque ça part du Mont Gerbier des Joncs pour aller jusqu'au Muscadet, jusqu'à Nantes. Il y a 49 appellations qui se divisent en 4 grandes sous-régions qu'on appelle la région Centre, la région Touraine, la région Anjou-Saumur et la région Muscadet. Sur le petit bord de la Poissonnière, il y a plein de beaux petits bateaux, des pêcheurs d'anguilles et de sirènes qui se désaltèrent au bord de l'eau. Les amoureux des bords de la Loire aiment se promener au bord de l'eau, à la recherche d'une guinguette, loin de la ville et du boulot. Allez, saute, saute. Ben voyons, ben voyons. Dans le temps, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, c'était tout un truc. Hein. Les bouteilles arrivaient au port à Kerman, elles étaient débarquées sur des bateaux. Bonjour tout le monde.
les maisons de vin avaient souvent une cale qui pouvait servir à 2 maisons. Et après, il y avait la cale à Millau qui pouvait servir à Bouvet-la-Lubé, à Millau, puis peut-être aussi à Teneville. Alors les bateaux, ils abordaient là, ils déchargeaient beaucoup les bouteilles et les barriques. Les mariniers, quand ils transportaient du vin, qui partaient de Saumur avec du vin, ou qui partaient de plus bas avec du vin, les vins, d'abord, ils avaient plus ou moins de degrés, c'est-à-dire qu'ils se conservaient plus ou moins, mais avec aussi les attentes qu'ils avaient, il n'y avait pas de vent. Alors comme il n'y avait pas de vent, le bateau, il était dans un coin, il attendait que le vent, il attendait l'eau, parce que quand il n'y avait pas d'eau, il ne pouvait pas naviguer non plus. Et puis c'est vrai, quand ils arrivaient à Orléans, peut-être que le vin, il avait tourné vinaigre. Les mariniers aidaient aussi le vin à tourner vinaigre, parce que les mariniers, quand ils avaient un bon patron qui avait prévu à boire pour eux, ils se servaient dans leur barrique. Mais quand le patron, il n'avait pas prévu à boire pour les mariniers, eux, ils en trouvaient. Hein. Ils faisaient sauter un cerceau, ils faisaient une dousille avec une vrille, puis ils tiraient un seau, 2 seaux, 3 seaux, ils mettaient une cheville là-dedans, ils appelaient ça la dousille, ils remettaient le cerceau dessus, l'autre, il voyait rien du tout, puis ils remettaient 2, 3 seaux d'eau, parce qu'ils pensaient, ils sonnaient la barrique. Alors, finalement, le vin, à force d'y mettre des seaux d'eau de la Loire, ça pouvait aussi aider le vin à piquer. Hein. Je crois que c'est ça. Alors ça c'est le rosé pour faire la cuvée Trésor. Quel arôme! On le laisse vieillir pendant quel arôme! 1 an en fût, juste avant la mise en bouteille. Ça c'est super. Le bois ressort maintenant. Hein, il permet. Hein. Ouais. Tu sais que maintenant, c'est pas, je sais pas comment que ça se passe, un directeur de cave, il embauche un gars pour remuer. Maintenant, il y a des machines, et puis tout, de toute façon, ils appellent ça un remueur, parce que le gars, il voulait pas se faire appeler branleur. Mais dans le temps, une société, une cave qui embauchait un gars pour remuer, il appelait ça le branleur, on va embaucher un branleur. Oh. Hein? Tu vas pas où par là? Regarde le fond! Regarde le fond, sondeur! Regarde le sondeur! Toi, tu regardes le sondeur? Maintenant, c'est pratique d'avoir un pilote. Alors, lui s'occupe du poêle, il s'occupe du bateau. Pas trop parce que de la rampe là. Sur les coteaux du Grand Saumur, la vigne nous regarde passer. Oh, nous mariniers, je vous le jure, le vin, on sait l'apprécier. Dans les cales de notre gabarre, on transporte ce si bon nectar. Vive les coteaux de Saumur. À tous, ils nous réjouissent le cœur. Oh, grosse tête de la planète, qui compliquait tout ce qui est simple. Mais apprenez donc à faire la fête, puis à déguster du bon vin. Ouais, avant de travers, je vous invite à Saint-Hilaire. Vous verrez des fines bulles lécheront vos verres. Et vous trinquerez avec les mariniers, les vignerons et les bouquiniers. Allez, là, Chine. Non, mais j'ai le reste à la maison, mais j'aurais dû amener le texte, je me rappelle pas. Ah bon? Il se promène là. Bon, direction Saint-Hilaire-Saint-Florent. Voilà. 1800 tours, on s'est posé, on va mettre dans le 25. On dit qu'en France, la Loire est le dernier grand fleuve sauvage, dont les guinguettes sont les ports les plus sûrs.
Quand on quitte la rive gauche de la Loire pour passer de l'autre côté, on découvre que des vignes, en bordure de rive, poussent à même les graviers déposés par le fleuve, tandis que sur les coteaux, leurs racines se feraient un passage dans la pierre de tuffeau. Dans ces anciennes carrières monumentales, vieillissent les vins dits de gravier et ceux dits de tuffeau. Le nez et le palais en différencient arômes et bouquets. Alors c'était d'abord la dégustation organisée par l'INRA Angers. Ce qui m'a frappé en fait, c'était que sur un millésime donné, tout le monde, ou pratiquement tout le monde, avait été capable d'identifier un vin de gravier d'un vin de tuffeau. Alors pourquoi? Parce que le vin de gravier, les tanins étaient beaucoup plus fondus, le vin était beaucoup plus plaisant, jeune. Mais alors par contre, les tanins étaient nettement plus présents dans les vins de coteaux, ce qui leur donnait une certaine astringence, une certaine sévérité, mais aussi un potentiel de garde beaucoup plus important. Ce qui est tout à fait normal. C'est 97. Et on est encore sur 97. Voilà, on est sur 97, Buzardière. Voilà, donc. Et 97 était vraiment spécial avec tous ces tanins ronds, même sur les argilo-calcaires, c'était très bon. De toute façon, on avait un millésime avec des tanins fondus. On voudrait en avoir des comme ça tous les jours. Les 97 ans, c'est extra. C'est pas un vin qui s'offre, mais c'est un vin qu'on mérite. Voilà. À la tienne. Allez. Je gage de boire autant qu'un Suisse, ce vrai du lait de ma nourrice. Alors là, on se trouve devant la maison natale de Jean Carmé. Il est né ici en 1920. Et c'est surtout aujourd'hui, et c'est très symbolique, c'est la maison du syndicat des vins de Bourgueil. Les mauvais vins sont utiles, ils testent la résistance de l'organisme. Pas pour les Bourgueil, ça. Un vin se signale au passage, il dit « je suis ». C'était il y a fort longtemps, en 395. À cette époque-là, l'abbaye de Bourgogne n'existait pas telle qu'elle est, mais il y avait déjà des paroissiens ici, qui n'étaient pas tous très catholiques. Alors un jour, Saint-Martin, qui allait de Marmoutier à Cande, s'est arrêté ici, et il a accroché son âne à un cep de vigne. L'ancêtre d'Emma de Bourgueil, qui avait déjà beaucoup de péchés à se faire pardonner, lui a proposé de la confesser. La confession a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfin, Saint-Martin était obligé d'écourter. Et peut-être a-t-il bu un petit peu plus que le temps ne le permettait, si bien que quand il est sorti, on s'est aperçu que l'âne avait brouté toute la vigne. Catastrophe. Enfin, la pécheresse ne s'est pas plainte, étant donné qu'elle avait tout de même la conscience assez chargée. Mais 4 mois après, au contraire, miracle, car la vigne avait produit beaucoup plus de raisins que les années précédentes. On s'est amusé à le faire parler, à lui demander s'il avait des recettes pour améliorer la vigne. Saint-Martin a donné les conseils, la taille, et une taille par un âne, pouvait donner des services et améliorer la qualité de la production. Ah que nos pères étaient heureux, ah que nos pères étaient heureux, quand ils étaient à table. Bien délicat pour nos confrères de la Dive Bouteille de savoir à quel saint se vouer. Saint-Martin a inventé la taille de la vigne, Saint-Nicolas, lui, est de Bourgueil, Saint-Patrice est leur plus proche voisin, alors il se voue aussi à Saint-Vincent, patron des vignerons. Il n'avait ni riche buffet, il n'avait ni riche buffet, ni verre à la valise, mais ils avaient des gobelets. Ça, c'est très beau, ça.
Vous levez la main droite pour prêter serment. Au nom du grand Rabelais qui chante à le vin, au nom du grand Ronsard qui chante à l'amour, par Saint-Vincent, notre patron, je vous fais chevalier de la commanderie, de la Livre-Bouteille, de Bourgueil et Saint-Nicolas, avec tous mes groupes. Autre caverne, autre confrère. Nous voici à Chinon, dans les caves pinctes de Rabelais, pour une cérémonie d'intronisation où les rayons sont de rigueur, car Pierre Couly, le grand maître des bons entonneurs rabelaisiens, en vérité vous le dit. Sieurs et gentes dames, vous êtes ici en l'abbaye de Thélème, au pays de Gargantua et de Pantagruel. C'est le vignoble qui appartenait aux parents de Rabelais, Dixit le Larousse des vins de France. Et donc ce vignoble, évidemment, est très connu. Alors pourquoi l'écho? Eh bien l'écho parce que l'écho, il y a un écho remarquable à travers les murailles du château de Chinon que vous avez en face. Et l'écho, si vous voulez, on a toujours l'habitude de dire à Chinon, cet écho répète 7 syllabes. Les femmes de Chinon sont-elles fidèles? Et à ce moment-là, l'écho vous répond non, puisque vous, avec le décalage de la parole, vous êtes rendu au nom de Chinon. Alors les femmes de Chinon sont-elles fidèles? Ah oui, fidèles en amitié, en amour et à leur région et à leur chère Touraine. Toutes les femmes, elles sont fidèles à ce qu'elles croient. Oui, est-ce qu'elles ressentent? Non, non, non. Toutes les femmes, elles ont des vérités, à chacune de les dire. Allez, la tête dans le rang. Hop. Fernand, la tête dans le cep. Ouais, d'abord. Voilà, saleté. Alors, un peu de vache. Non, pas de pitié pour les anciens. Non, là, ils ont bien effeuillé, c'est agréable. Les raisins ont été effeuillés au mois de juillet pour permettre à la coque de s'épaissir et avoir plus de matière. Et contrairement à ce que l'on pense, une vigne effeuillée, en général, ne grille pas. C'est exactement comme un individu qui a l'habitude d'aller au soleil, il ne ramasse pas de coups de soleil. Alors que son voisin va prendre tous les coups de soleil s'il sort pour la première fois. Ah, c'est moi qui l'ai. Attention, on y va. Oh. Voilà. Merci, jeune homme. Moi, ce que j'aime bien, c'est croquer, moi. Ouais. On mange, on rit, on travaille, on est heureux. Je crois que ce sera une grande année. L'an 2000, je crois qu'on va en faire un millénaire. En tout et pour tout, un millénaire. Pourquoi t'as pas vu Ça va être belle. C'est terrible. Comme vous le voyez, nous sommes en partie enherbés pour éviter l'érosion, favoriser la concentration du produit. Ça se poursuit également en élevage. Élevage sous bois neuf pour arriver à avoir toutes les données, toutes les possibilités pour avoir un vin qui ait le maximum de classe et d'envergure. Donc les feuilles. Les feuilles, les queues, les feuilles. Tout ce qu'on trouve. Les gagous. Les escargots. Pour diminuer les coûts, les raisins destinés aux vins les plus courants sont fréquemment vendangés à la machine. Il en est souvent ainsi pour les vins de pays du Jardin de la France.
Alors aujourd'hui, nous terminons la semaine en vendangeant le gros lot, un des cépages de l'Anjou avec le chenin et le cabernet pour faire le vin de pays rouge. Ce gros lot nous sert aussi également à faire les rosés de Loire et rosés d'Anjou, des rosés demi-secs, qui sont quand même aujourd'hui un petit peu moins consommés. Par contre, ces vins de pays très friands et fruités sont de plus en plus appréciés. Des vins appréciés particulièrement par les 450 sociétés de boules de fort qui peuplent le Maine-et-Loire. Modeste contribution à la consommation des 3,5 millions d'hectolitres produits chaque année sur les 60 000 hectares de vignobles des Pays de Loire. Les viticulteurs savent être aux petits soins avec cette dynamique clientèle, qui n'hésite pas à faire elle-même la mise en bouteille. La paix. Un brio. Pour faire ce sont les gibeux, là. Oui, parce que ça correspond en fait à la fin du siècle dernier, ça correspond au début de la boule de fort. Non, ça existait déjà quand même la boule de fort. Et elle date de quelle époque la société là? 1800... Attends, 1894. Fin du siècle dernier. Vous avez dû célébrer le centenaire. Mais j'y étais pas, moi, de lui. Centenaire? Non, lui était au centenaire, mais je n'étais pas au centenaire. Pas au départ? Non, moi, non. Donc il y a une bonne dizaine de cubis de vin de pays, à peu près 300 litres, et puis un petit peu de blanc sec et du rosé sec, du rosé de Loire. Mais c'est essentiellement le rouge qui fait la primeur de la société. Donc nous on fournit à peu près 8 sociétés. Et voilà, ces messieurs sont servis. Je crois qu'ils sont effectivement fidèles au vin d'Anjou. Hein. En général, je pense que c'est quand même bien la tradition. C'est à Brion, près de Beaufort-en-Vallée, que la tradition de la boule de fort est la plus solidement implantée. 2 sociétés pour un seul village, l'Union et le Cercle de la Paix. C'est ce que tu voulais jouer, c'est ce que tu jouais, gamin. En prévision du jour J, tous les retraités reçoivent une convocation, disons une invitation, à offrir leurs compétences en matière de mise en bouteille. Les procédés d'embouteillage ne sont pas aux normes de l'industrie européenne, mais elles sont à l'exact standard du bénévolat et de la convivialité. Propre, bien embouteillé, parfaitement bouché. Toutes les bouteilles sont pleines? Non, celle-là, là-bas, celui-là, on peut voir. Une dolée. Après le labeur, ils partagent les volailles du pays, celles qui sont nourries de bons grains. Dans le même bâtiment, de l'autre côté de la cloison vitrée, se dit la grand-messe de la boule de fort. Je crois que oui, Dans la boule de fort,
Le fort, c'est le côté le plus lourd de la boule. Les meilleurs n'auront pas besoin de Fanny, la belle consolatrice. Dans ce jardin de la France, toutes les plantes se sentent bien, les palmiers comme les choux. Et dès l'enfance, on apprend à cultiver ses goûts. C'est du chou-fleur, ça. Il y a peut-être des choux-broussettes dans les feuilles. C'est comme si on cueillait des raisins. Oh, mais c'est un peu plus dur à cueillir. Ouais, c'est un peu plus dur à cueillir. Et puis les raisins, il y en a des verts, mais pas des plus gros que ça. La vue, le toucher, le goût, l'olfaction et l'ouïe. Vous me donnez les verbes. Le goût. Goûter. Le nez. Sentir. Le toucher. Toucher. Quel est le verbe qui est le plus précis? Écoutez ou entendre? Entendre. Non, j'écoute le pas de Monsieur Cuiset qui va arriver. Et c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a pour le petit déjeuner? Un jus de fruits. Du lait. Qu'est-ce qu'il y en a qui trempent leur tartine dans le petit déjeuner? Qu'est-ce qui trempe sa tartine? Jacques Puiset a inventé l'enseignement du goût dans les écoles. Il a même créé un institut français du goût. Ce sage est une sorte de philosophe du bien-être et du bien-vivre à la française. Le beurre, et puis maintenant j'aime bien. Et oui, parce que tu as appris à le connaître. Aussi, c'est la même chose. Au début, j'aimais pas les courgettes, et maintenant, j'adore les courgettes. Tu adores les courgettes, oui. Eh ben oui. Et alors, plus tu aimeras comme ça de choses sur Terre, plus tu aimeras de gens sur Terre. Ouais. Hein? Et comme ça, tu iras vers les autres. Quel est votre plat préféré? Ah ben j'aime tout. J'aime tout, mais quand ça correspond, disons, à mon humeur. Hein? Par exemple, aujourd'hui, là, il y a du vent, il y a de la pluie, il fait un peu froid. Eh bien, à midi, j'avais envie d'une bonne soupe. L'homme vigneron, l'homme, on pourrait dire l'artiste vigneron, a toujours essayé de proposer un vin le plus fidèle, disons, par rapport au milieu. D'où une diversité de gammes de vins, ce qui nous permet, là encore, sous une même appellation, d'aussi bien pouvoir faire des plats, disons, pour des vins secs ou des plats pour du vin moelleux. Et c'est ainsi qu'on comprend la richesse gastronomique de ce pays, parce que comme on aime bien faire à manger pour le vin, et comme les vins sont nombreux, ben les plats sont également variés. Vous ouvrez 90, hein? C'est de l'or en bouteille. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Alors ça, c'est un moelleux. On est un moelleux, oui. Donc il va falloir que tu fasses un plat pour un vin moelleux. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais peut-être que l'acidité du homard, ça sera plus agile. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait? C'est criminel de le mettre dans l'eau bouillante. Alors moi dans le temps, quand j'avais le temps, je les endormais, je les mettais debout comme ça. Oui. Et en leur frottant un peu sur la carapace, ils arrivaient à tenir debout. Mais là on est un peu pressé. Donc, ouais. C'est la première étape. Oui, la mélodie du couteau. La mélodie. Donc pareil, on les trempe, on les immerge dans de l'eau bouillante, salée. Voilà. Et attention, je compte simplement 4 minutes. Au bout de 4 minutes, je sépare le corps de la carapace, du coffre, et je remets des pinces 2 minutes de plus parce que c'est beaucoup plus long à cuire. Voilà. Ah, ils n'aiment pas ça, hein. Alors, je fais la même chose. Je fais la même chose avec les écrevisses. Et pâtes rouges, pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont rouges, tout simplement. Mais elles sont beaucoup plus viscérales que les autres, elles ont beaucoup plus de saveur. Parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de les décortiquer maintenant. Et une écrevisse décortiquée n'a pas la même saveur. Parce qu'il faut prendre le coffre dans la bouche. Il faut la mordre. Pareil. Qu'est-ce que ça sent bon, dis? Décortiquer la queue.
décortiquer les pâtes, et voilà mes écrevisses cardinalisées, donc rouges. On va faire un petit jus, une petite nage. Oui. Alors, une nage de légumes et d'épices. Un peu d'oignon. Une carotte, un petit peu d'échalote peut-être. Oui, non oui. Oui, surtout c'est des échalotes grises. Il faudra un clou de girofle, messieurs. Un clou de girofle. Un petit peu de thym comme ça. Pas trop, puis du laurier. Un peu de laurier. Oui. Une feuille. Oh, 3 feuilles. 3 feuilles, allez, au double Lazaris. Hein. D'accord. Un petit grain d'ail. Un petit grain d'ail avec la peau que j'aplatis avec le plat de mon couteau. Voilà. Coq. Et puis, ben, je crois qu'on va... Ah oui, c'est aussi le piment. Le piment. On va parler du piment. Hein? Entrer dans le piment, on va mettre d'un seul. Un petit peu. On pourra toujours en rajouter. Oui. Et voilà. Et ça, c'est la... Il faut même sortir de la nage, déjà. Préparer la crème. Alors la garniture, comme on a trouvé d'abord beaucoup de fraîcheur, mais dans le sens anisé, oui. Donc une petite touche fenouillée, je sens. J'ai ça. Une petite touche de fenouil, puis ça y est. Et j'ai bien ça. Oh, ça c'est super. Voilà. C'est pas beau ça? Et de mon jardin. On va enlever ces grandes machines là. On va garder un petit peu ce petit bout. C'est joli comme ça. La finesse des odeurs, la finesse de la nuit. Vous voyez, on va regarder. On est exactement dedans. On n'est pas loin, hein. Voilà. 2 cuillerées à soupe de crème. Voilà. Pas trop. Un petit bâton de vanille. Vous voyez? Que la graine de la vanille. Voilà. Et là, je vais mettre du homard dedans. 2 petites tranches de homard. Voilà. C'est comme c'est juste. 2 petites queues d'écrevisses. Une écrevisse entière. Et ça fait plaisir aux vin. Voilà. Regardez comme ils sont bien là-dedans. Le homard est content. L'écrevisse. Jean Bardet. Tout le monde est content. Ah, regarde. Voilà. Et alors, on va mettre un petit peu de fruits de la passion. À peine, hein. Vous avez vu. À ta santé. Le vin apporte la réplique, et puis ce qui est important là, c'est que quand on goûte une gorgée de vin, on a envie de revenir au plat. Quand tu goûtes le plat, tu reviens au vin, et c'est un échange, et puis ce qu'il y a, c'est la dernière bouchée. Est-ce que ça sera une dernière bouchée, une dernière gorgée, ça? À la bonne note. Tout cela, bien pour expliquer tout simplement que l'appellation Vouvray traverse le temps. Vouvray est une appellation depuis seulement 1936, une AOC, donc elle existait bien avant. Et donc nous allons procéder à cette dégustation préalable au repas avec des vins qui modestement commencent à moins 20 ans, puisque nous allons commencer par des 1980, pour remonter jusqu'à un prestigieux 1870, que tout le monde attend bien sûr avec impatience. 1870. Le vin est arrivé jusqu'à nous dans un état de fraîcheur tout à fait étonnant. Les 2 bouteilles sont assez proches en plus, ce qui est intéressant parce qu'en général on a souvent des disparités assez importantes. Mais là les 2 au nez étaient vraiment assez proches. Donc là évidemment on a une couleur qui est beaucoup plus ambrée avec des notes un petit peu de vieil or. On a un nez d'une complexité aussi tout à fait incroyable avec presque des nez d'eau de vie, je dirais de pruneau, parce qu'il y a des côtés un petit peu armagnac. Et puis une bouche avec beaucoup de gras et puis malgré tout assez léger. Très bel équilibre. Ça, c'est la note du vin, c'est le bel équilibre. Donc on en a parlé entre nous. Je crois qu'on avait là un vin qui n'était pas très élevé en alcool, avec un bel équilibre entre l'acidité et le sucre résiduel, qui fait qu'on a un vin qui est absolument merveilleux et prêt à boire aujourd'hui. Et on pense même qu'il peut aller encore plus loin.
ce plat a été fait par Jean Barbet pour ce vin. Le vin a été source de création. Et quand vous goûtiez le vin sur cette nage, eh bien le vin glissait, hein, et il s'adorait. Et là, on reprenait un peu de nage, toujours, cette idée de gourmandise. Sur la langouste, le vin était peut-être un petit peu plus sévère. Sur l'écrevisse, il s'est fait plus vif. Et puis on recommençait, et sur le fenouil, évidemment, on se reposait. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le vin devenait câlin, les fruits on peut dire, de la passion aidant. Ça, c'est la photo. Là, ok, voilà. Je suis Philippe Brisbard, président de l'appellation Vouvray. Et je m'étais un peu à l'époque en première ligne lorsque le SNCF avait construit le TGV Atlantique qui devait traverser notre appellation. Alors ça remonte à 1984, les premières études. Le projet prévoyait donc une tranchée de un peu plus de 250 mètres de largeur sur 1,5 km, bon, ce qui réduisait à néant entre 35 et 40 hectares de vignobles de l'appellation Vouvray. Oui, il y avait eu un peu quelques actions musclées à l'époque. Bon, moi personnellement j'y ai participé bien entendu. Vous savez, quand on a plein de forces de l'ordre avec des uniformes d'un bleu parfait qui se promènent dans les vignes, eh bien, on a tout simplement envie de les faire changer de couleur. Ce qui fait que j'ai tout simplement été essayer un peu mon appareil de traitement avec un produit jaune, ce qui fait que ça les a transformés en postiers un peu, quoi. Bon, ils n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie, bien entendu. À un moment où les événements, les interpellations, etc., les actions avec les forces de l'ordre sont devenues assez importantes, bon, il y a le ministre des Transports de l'époque a solennellement déclaré que le Vouvray serait protégé. Ce qui voulait dire que le tracé ne pouvant pas dévier, eh bien, il fallait passer en dessous. Donc, ce qui a conduit à la réalisation d'un tunnel donc d'1,5 km sous le vignoble de Vouvray. Donc maintenant, lorsqu'on utilise le TGV Atlantique entre Paris et Tours, on a un passage en tunnel et tout simplement, il faut avoir une pensée pour le vignoble qui est au-dessus, qui est le vignoble de l'appellation contrôlée Vouvray. La population vouvrionnne à l'époque s'est mobilisée fortement par rapport à ce patrimoine qui, à ses yeux, ne devait pas être détruit. Tout compte fait, le passage en tunnel a coûté moins cher que l'aménagement prévu en surface. Mais ici, comme presque partout dans le monde, les vignerons sont déjà engagés dans une autre bataille, contre l'urbanisme envahisseur et le béton. Ils gagneront car d'un bout à l'autre de la Loire, les valeurs patrimoniales sont partagées. Je m'appelle Anna Timon, je suis viticultrice. Je suis installée sur une exploitation de 30 hectares qu'on se transmet de père en fils depuis 1635. Donc l'exploitation, elle s'est construite au fil des années grâce à mes ancêtres. À l'époque, au tout départ, c'était déjà un coteau qui était couvert de vignes, mais j'avais bien un ancêtre qui exploitait déjà un tout petit peu de vignes, qui a échangé sûrement sa vache contre un peu plus de vignes. Et je pense qu'il était plus passionné par les vins peut-être qu'un autre. Et l'exploitation s'est créée comme ça au fil des années. Là encore, la notion chaîne est bien là. C'est le travail de diverses générations. Je pense que la vie passe très vite et je me vois comme le tout petit maillon d'une grande chaîne. Mon rôle est de protéger ce patrimoine, le respecter, le faire fructifier si possible, évidemment, et de savoir le transmettre. Ce qui est aussi très passionnant, c'est de vivre proche de la nature. Je dirais que c'est une vie simple, rythmée par les saisons. Sur ton chaland, il fait bon vivre au fil du courant. Sur ton chaland,
l'aventure, je veux naviguer. Au fil de l'eau, notre maison emportera en toute saison un couple heureux de voyager sans avoir à se déplacer. Beau batelier sur ton chaland, il fait bon vivre au fil du courant sur ton chaland. Beau batelier, à l'aventure, je veux naviguer.